Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Vitisphère en partenariat avec l'IAV. Je me présente Alexandre Davy, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin à Bordeaux sur la thématique assez large de la protection du vignoble. Je suis en compagnie de Marion Baziro, journaliste à Vitisphère, et d'Albert Nalnet, viticulteur en Dordogne. Donc, le thème aujourd'hui, c'est la protection du vignoble et il m'a été demandé d'essayer de répondre à la difficile question: est-ce que les modèles de prévision de maladies sont-ils fiables? Alors, avant de commencer, je voulais faire un petit peu de sémantique parce qu'il y a souvent des différences entre une confusion, en fait. Voilà, il y a souvent une confusion entre un modèle et un OAD. Donc, qu'est-ce qu'un modèle? Donc, quand on recherche la littérature, il existe pléthore de définitions. J'en ai sélectionné deux qui permettent de bien définir ce qu'est un modèle. Donc, un modèle est un système physique, mathématique ou logique représentant les structures essentielles d'une réalité et capable, à son niveau, d'en expliquer ou d'en reproduire dynamiquement le fonctionnement. En clair, en fait, on va créer un modèle pour étudier plus commodément un système et mesurer les effets sur ce système de tel ou tel de ces éléments. Nous, en l'occurrence, on veut modéliser des maladies et faire varier les conditions climatiques pour voir quels seront les impacts sur le développement des pathogènes. Quand on recherche la définition d'un OAD, par contre, il n'y a pas de définition. Autant sur les modèles, il y a énormément de définitions, autant sur les OAD, on ne va pas trouver de définition. Donc, je vous propose ma propre définition. Un OAD est un algorithme qui regroupe le plus d'informations utiles possible, des analyses et délivre des indicateurs pratiques afin de guider l'utilisateur vers la meilleure prise de décision possible. Un modèle, donc des modèles, quelques exemples de modèles, modèles sur les prévisions climatiques, sur le réchauffement climatique. Donc là, on les connaît tous, les scénarios du GIEC avec différents modèles. Un OAD, en fait, donc le modèle, c'est descriptif, alors qu'un OAD, ça va plutôt avoir un rôle de conseil. Par exemple, un OAD qu'on utilise quasiment tous, c'est Waze. Sur nos smartphones, on rentre un itinéraire, un point de départ, un point d'arrivée. Il va nous proposer un itinéraire. Après, on est libre ou pas de le suivre, hein, mais c'est bien un OAD. Alors, la distinction entre les deux est parfois ténue, et dans les deux cas, il y a toujours un minimum de recul qui est nécessaire de la part de l'utilisateur. Alors, les domaines d'utilisation des modèles, ils sont extrêmement larges. Dites-vous bien qu'il y en a partout. Il y a des modèles en économie pour essayer d'anticiper l'évolution du PIB. En épidémiologie, on est en plein dedans avec la crise sanitaire du Covid, comment ça va évoluer, la climatologie sur le réchauffement climatique, etc., etc. Des modèles, il y en a un petit peu dans tous les domaines d'utilisation. Et en viticulture, on n'échappe pas à la règle. Il y a énormément de modèles d'OAD qui ont été développés. Alors, qui c'est qui les produit? C'est principalement la recherche fondamentale avec l'INRAE ou des facultés. Beaucoup d'instituts techniques produisent leurs propres modèles et outils d'aide à la décision. Et ensuite, on a une flopée en fait, d'organismes qui produisent également, soit dans le privé, soit dans le public, des modèles, mais en quantité généralement moins importante. Les deux gros pourvoyeurs de modèles et d'OAD sont la recherche fondamentale et appliquée. Les principaux modèles et OAD utilisés en viticulture, donc c'est principalement pour la protection des cultures, mais on peut également en trouver pour l'irrigation, la fertilisation ou la physiologie du vignoble. J'ai essayé de faire un distinguo entre modèle en gris et OAD en rouge sur ces outils qui sont les plus connus en viticulture. Sur la protection du vignoble, on va en retrouver sur les différentes maladies, sur les ravageurs pour les modèles. Donc on peut citer Vitimétéo, Rimpro, Potentiel Système, Milvite, Mistop, Prométhée, Sauve pour l'oïdium, EVA pour les ravageurs. Et pour la partie OAD, les principaux OAD utilisés sont Mildium, Movida, Décitrate, Opidose. Pour le bilan hydrique, deux modèles, Wallis, deux OAD, Wallis Vintel, Styx pour la physiologie, Vitico pour l'économie. Alors, les différents types de modèles. Donc là, on rentre dans les schémas de construction de modèles. Donc, il y a deux grands types de modèles. Les modèles dits mécanistes. Alors, eux, ils supposent d'avoir une bonne connaissance du phénomène à décrire
et des équations qui décrivent les phases de sa dynamique. Il faut bien connaître ces équations, à partir de quelle température, sous quelles conditions d'humidité le parasite va se développer ou pas. Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, cette connaissance est loin d'être acquise pour tous les pathogènes. Et les deuxièmes types de modèles sont des modèles probabilistes qu'on va pouvoir utiliser justement quand on a certains gaps dans la connaissance des équations qui décrivent la dynamique des pathogènes. Ces modèles, ils ne s'appuient pas directement sur des éléments de biologie du pathogène, mais par contre, ils ont besoin, donc l'avantage c'est qu'on n'a pas forcément besoin de connaître très très bien les déterminants du développement du pathogène. Par contre, il nécessite d'avoir un jeu de données qui est important, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des données d'entrée, des données de sortie, donc des variables à expliquer à partir de notre du jeu de données d'entrée. Et après, on va créer des équations qui vont essayer d'expliquer les variables de sortie à partir des variables d'entrée. Et on peut également avoir un mix des deux modèles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un modèle qui utilise quelques équations donc, plutôt mécanistes, et puis il y a une partie aussi probabiliste. Ce n'est pas non plus exclu d'avoir un modèle qui a un truc. Dans tous les cas, il y a un point commun, c'est que pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir tourner, on a besoin de données météorologiques. Hein. C'est le principal facteur explicatif du développement des maladies. Donc, il y a différents moyens d'acquérir ces données météo. Le moyen traditionnel, ce sont les réseaux de stations météo. Alors, on va retrouver dessus les capteurs de base, c'est pluviométrie, température. Après, on peut retrouver d'autres capteurs, hygrométrie, durée d'alimentation, vitesse, orientation du vent, etc., etc. Et on voit de plus en plus se développer des petits capteurs qui vont venir se positionner au plus proche de la végétation pour essayer de décrire au mieux les conditions climatiques perçues par le champignon. La station météo va être située généralement à l'extérieur de la parcelle, notamment pour éviter d'être accroché par les engins agricoles, alors que là, on va essayer justement d'être au plus proche des conditions réelles vécues par le champignon. Bon, l'avantage, c'est que justement, on se rapproche de ces conditions réelles. L'inconvénient, c'est que on a souvent des valeurs qui peuvent être très variables d'une parcelle à l'autre, hein, selon si la parcelle est ombragée, si elle est très feuillue, si elle est en haut de coteau ou en bas de coteau, ce qui peut amener une certaine variabilité en fait dans les modèles. Donc, avantage et inconvénient de ces outils-là. On sent que c'est vers là qu'il faut aller, mais on a encore un petit peu du mal à exploiter cette variabilité. Et le deuxième type de méthode pour acquérir de la donnée météo, pour faire tourner nos modèles et nos OAD, ce sont les données spatialisées, notamment Météo France propose. Donc, Météo France a couvert le territoire national de radars météo, qui permettent de localiser les événements climatiques pour fournir des cartographies de pluie, comme on a ici l'image en bas à gauche. Et donc, Météo France fournit une station météo tous les kilomètres carrés. Donc, ce sont des données virtuelles, mais très proches de la réalité. Donc, ça peut être intéressant parce qu'on n'a pas d'entretien en fait, de station à faire. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Alors, quelles données pour la protection du vignoble? Selon les modèles et OAD, les données d'entrée sont différentes. Généralement, c'est pluviométrie et température. Et puis, j'arrête là parce que c'est déjà enregistré sur l'autre topo. Pardon, j'étais coupé par une information du logiciel de webinaire. Donc je continue. Donc, les données dont on va avoir besoin pour la protection du vignoble, ça va varier selon le type de modèle d'OAD qu'on utilise. Majoritairement, pour modéliser les maladies, on utilise pluie et température. Mais on peut avoir aussi certains modèles qui vont utiliser durée d'alimentation ou hygrométrie, avec une fréquence d'acquisition qui peut être variable. Et bien sûr, un modèle, pour pouvoir tourner, il a impérativement besoin de données passées. Mais surtout, hein, l'intérêt, c'est d'avoir des données prévisionnelles pour essayer d'anticiper sur la semaine à venir. Est-ce que je vais avoir des contaminations de milieu? Est-ce qu'il faut que je retraite? Est-ce qu'il faut que je débute ma protection? Donc, il y a un besoin de données prévisionnelles. Et là, on en reparlera tout à l'heure. C'est là un petit peu où c'est pas où le bas blesse, mais c'est un peu un point faible aussi parce que ces données prévisionnelles, eh ben, il y a une certaine incertitude aussi sur ces données-là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces modèles? Ben, ils vont délivrer tout un tas de variables qui vont décrire l'épidémie. Hein. Ça peut être pour le milieu la maturation des œufs d'hiver, les premières contaminations, les repiquages à la faveur de pluie, d'hygrométrie, de températures suffisamment élevées, des indicateurs de niveau de risque, de durée d'incubation. Donc, il peut y avoir tout un tas de variables de sortie de ces modèles. Et c'est là où il faut faire un petit peu attention parce que certains modèles ont tendance à produire justement énormément de variables et ça peut parfois être un petit peu compliqué à analyser. Et ce sont des outils qui ne sont pas systématiquement destinés à être utilisés par les viticulteurs. La cible, ça peut parfois, selon les modèles, hein, être plutôt le conseiller viticole. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre autour de ces modèles? Bien sûr, l'idée, c'est de mieux anticiper les développements épidémiques pour mieux positionner ces traitements, que ce soit en termes de début de protection, en termes de renouvellement ou d'arrêt de protection en fin de campagne. On peut s'en servir aussi pour jouer sur la dose, c'est-à-dire qu'on peut choisir de traiter à peu près tout le temps, c'est-à-dire de ne pas forcément modifier sa stratégie de traitement, mais adapter les doses plus ou moins en fonction des informations des modèles. Et in fine, bien sûr, l'idée, c'est quand même de limiter les intrants, hein, d'accompagner la filière vers la sortie des pesticides, mais également de sécuriser la récolte. Parce qu'il n'y a pas que l'objectif, l'angle réduction des intrants, il y a aussi un angle sécurisation de récolte. Il y a des moments où on sait qu'il faut traiter et il ne faut pas louper ces moments-là. On a passé une année dans le sud où voilà, on a eu des dégâts de milieu qui pouvaient être parfois importants. Alors, on arrive un petit peu au sujet du jour, hein, maintenant que j'ai contextualisé la problématique. Est-ce que les modèles sont fiables? Alors, les modèles, en fait, ils seront d'autant plus fiables qu'on a une connaissance importante, fine et précise des mécanismes qui sont étudiés. Par exemple, pour le milieu, les durées d'incubation, la germination des spores, des conditions qui vont faire qu'on va avoir une germination des œufs d'hiver, etc. Et la fiabilité des données d'entrée de notre modèle. Alors, sur la connaissance des mécanismes étudiés, donc là j'ai fait le parallèle, donc à gauche c'est plus sur la partie pathologie, donc on travaille avec du vivant, hein, c'est de la biologie, avec des différents types de souches de mildiou qui peuvent muter, par opposition à des modèles qui vont avoir recours à des phénomènes mécaniques qui sont beaucoup plus répétables. La fiabilité des données d'entrée, nous on travaille avec des prévisions météo, hein, donc plus les données d'entrée seront connues avec précision, mais plus les sorties auront une chance d'être précises. Hein. Donc, effectivement, voilà, je reprends pathogène pour ce qui nous concerne, versus sur la partie mécanique, ça peut être des forces centrifuges ou forces attraction. Donc, on travaille avec des prévisions météo par opposition avec, par exemple, la position des astres. Alors, vous m'avez vu venir entre force centrifuge et force attraction et position des astres. Je prenais l'exemple, par exemple, d'un modèle qui va prédire le coefficient des marées. On est tout à fait capable, avec des modèles, de dire que dans un an et demi, le 15 juin 2022, on aura un coefficient de 99 à Bordeaux. Bon, chose qui est absolument impossible à faire quand on travaille avec du vivant et avec des prévisions météo qui sont incertaines. Pour le milieu, pour les pathogènes en général, bon, on va avoir une vision qui va être limitée par la fiabilité des prévisions météo. Alors, les modèles sont-ils fiables? La question qu'on peut se poser, c'est à partir de quand est-ce qu'on considère qu'un modèle est fiable? C'est-à-dire que le hasard, c'est une chance sur deux, c'est 50-50. Donc, si un modèle, admettons, est fiable à 55% des cas, on va dire ben, on commence à améliorer la fiabilité par rapport au hasard. Hein. Le hasard, c'est 50%. Bon, voilà. Pour autant, est-ce qu'un modèle qui serait fiable à 55% du temps, est-ce qu'on va considérer qu'il est réellement fiable par rapport à l'utilisation qu'on va en faire? La réponse est plutôt non. Bon, pour autant, est-ce qu'on a besoin d'avoir un modèle fiable dans 100% des cas? La réponse est non. Donc, encore une fois, ce n'est pas une réponse binaire, on est un petit peu entre les deux. Alors après, il y a l'échelle, en fait, finalement, à quelle échelle on va regarder les sorties d'un modèle. D'une manière générale, plus on va zoomer,
et plus ça va être compliqué. Globalement, les modèles décrivent plutôt bien les épidémies à l'échelle du département, voire de la petite région viticole, et plus on grossit, finalement, plus c'est compliqué. Donc là, il serait illusoire de se dire, voilà, je vais acheter un modèle, je vais le faire tourner sur différentes parcelles de mon exploitation pour avoir des résultats différents. Au niveau parcellaire, ça va pas marcher. Alors, pour quelles maladies des modèles, il en existe un petit peu pour toutes les maladies. Bon, pour les principales, le Midioidium botrytis, j'aurais pu mettre le Black Rot aussi. On n'a pas la même pertinence, fiabilité des modèles, parce qu'il y a certaines maladies qui sont plus faciles à modéliser. Voilà, typiquement, le mildiou est quand même très lié au taux de pluie, très lié à l'eau. Donc, le mildiou, c'est quand même la maladie qui est la plus facile à modéliser. Même si les modèles ne sont pas parfaits, voilà, c'est quand même plus pertinent que l'oïdium, par exemple. Le pas de temps pour évaluer la fiabilité. Donc là, je vous propose de comparer des cartes sur la Gironde avec, ce sont des cartes qui sont produites tous les 14 jours, dans l'exemple qui est donné. Donc, ce sont les dégâts observés en eau de mildiou avec les dégâts simulés de mildiou par le modèle. On voit qu'il y a une correspondance qui est quand même saisissante. Donc, globalement, le modèle là, décrivait plutôt bien l'épidémie. Donc là, par contre, c'est sur un pas de temps de 14 jours. Si on avait regardé sur un pas de temps journalier, peut-être qu'il y aurait eu des décalages qui seraient apparus. Donc, il peut y avoir aussi des petits décalages dans le développement de l'épidémie. Même si globalement, là, ça semble quand même plutôt satisfaisant. Et après, dans quelle région on peut avoir des modèles qui sont bien calés dans certaines régions et finalement qui marchent un petit peu moins bien dans d'autres parce que les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, entre le Bordelais, climat océanique, et puis Montpellier, climat méditerranéen, on peut peut-être penser que certains modèles sont mieux adaptés à une région qu'à une autre. Donc, finalement, la question qu'il aurait peut-être fallu se poser, c'est pas de savoir si les modèles sont fiables, c'est est-ce qu'ils peuvent nous être utiles. On sent bien qu'en termes de fiabilité, on ne sera jamais sur le 100%, on travaille sur du vivant avec des données prévisionnelles. Alors après, ce problème de manque de fiabilité sur les données prévisionnelles, météo, vous l'avez aussi. C'est-à-dire vous êtes confronté, vous, viticulteurs, au mois de mai, quand vous regardez les prévisions météo, je pense que vous les regardez à peu près tous les jours, voire 2 fois par jour, parce que ça change parfois un peu tout le temps. On a la même chose dans les modèles. Si on donne un input d'entrée au modèle des variables différentes, en sortie, on aura des résultats différents. Alors, est-ce que les modèles sont utiles? Bon, je dirais oui. Je pense qu'ils sont utiles à condition de bien les utiliser. Alors, je vous propose là de vous présenter rapidement un exemple d'utilisation et d'intégration des modèles dans un outil, donc un outil de la décision qui a été développé par l'IAV, donc ça s'appelle Decithread. L'idée, c'était de proposer aux viticulteurs une stratégie de traitement pour essayer de l'amener à réduire les intrants en termes de nombre de traitements, en termes de doses, tout en sécurisant, tout en essayant de sécuriser la récolte. On a listé l'ensemble des outils qui étaient à notre disposition. Donc, bien sûr, on va retrouver les modèles, la modélisation, qui est utilisée dans l'OAD, mais on ne s'est pas appuyé que sur les modèles. On a rajouté aussi notre expertise sur l'épidémiologie, notre expertise sur les produits phytosanitaires. On a mis bien sûr dans l'outil des données météo, passées prévisionnelles, des observations parcellaires, une base de phyto pour pouvoir entrer les traitements et avoir les informations réglementaires, et notre module OptiDose pour proposer une adaptation de la dose. Voilà. Le but, c'est de regrouper l'ensemble de ces outils, de créer des règles de décision et d'être en mesure de proposer au jour le jour la date et la dose du prochain traitement. Et ça, on l'a fait pour le mildiou, l'oïdium, Black Rot et botrytis. Alors, comment ça marche? Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été retenus qui sont peu nombreux. L'idée, c'est de faire un outil le plus simple à utiliser. C'est un outil pour nous, viticulteurs, vignerons. Donc, il y a 5 ou 6 informations à renseigner. Et après, finalement, tous les jours, l'outil tourne en autonomie. Donc, il y a des règles de décision qui ont été créées qui vont interroger les modèles et pour voir si les modèles préconisent en fait une protection. Si les modèles disent, oui, là, c'est une décontamination, il faut être protégé, on va se poser la question, est-ce que ma vigne est protégée?
Et là, on va regarder les derniers traitements qui ont été faits, en lien avec la base de phyto, pour voir s'il y a une rémanence qui court encore sur les contaminations qui sont prévues dans les jours à venir. Si on est encore protégé, ben, finalement, il ne se passe rien. Par contre, si on n'est pas protégé, on va déclencher préconisation de traitement et on renvoie vers le module optidose pour proposer une adaptation de la dose homologuée. Si les modèles nous disent, ben non, là, a priori, il n'y a pas de risque de contamination, et c'est là où, en fait, on prend en compte le fait que les modèles ne sont pas fiables à 100%, on a sécurisé le système en créant des règles de décision qui ne s'appuient pas sur les modèles. Par exemple, s'ils annoncent 50 mm en pleine floraison, bon, même si les modèles nous disent non, il n'y a pas de risque de contamination, ils auront peut-être raison, mais malgré tout, il y a quand même des chances qu'on propose de mettre en place une protection. Voilà, et donc ça se traduit par le développement d'une plateforme en ligne, hein, où on va retrouver l'ensemble des informations de météo avec des données passées prévisionnelles, des informations issues des modèles, donc des risques et des contaminations pour les différentes maladies, des conseils de protection pour le milieu ou pour l'oïdium, les traitements avec la rémanence des traitements expertisés en fonction de différentes informations. Et puis, on peut retrouver également donc, un petit compteur là, sur la quantité de cuivre métal qui a été utilisée pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la limite des 4 kg et le taux accessible sur smartphone. Voilà, donc pour conclure la question, la délicate question qui m'était posée, est-ce que des modèles de prévision de maladies sont fiables? Il n'y a pas de réponse binaire. Déjà, il y a énormément de modèles sur le marché qui travaillent sur différentes maladies avec différentes sources de données météo. Donc, il n'y a pas de réponse binaire qui puisse être donnée. Ce qui est sûr, c'est que, bon, déjà, ils ne sont pas infaillibles, mais je pense que bien utilisés, ils demeurent utiles pour essayer de tendre vers les objectifs de réduction des intrants phyto qui nous sont fixés. Là, je vais proposer à Alban Adnet, qui est utilisateur de modèles donc, et de l'outil d'aide à la décision DeciTrade, de se présenter, de présenter le contexte de son exploitation et de nous expliquer pourquoi il a souhaité utiliser ce type d'outil, comment il s'en sert. Et après, on passera au jeu de questions-réponses. Ouais, et a priori, il y a eu un petit souci de son pendant les 15 premières minutes du webinaire. Mais bon, rassurez-vous, nous, on entendait bien et tout ça est enregistré. Donc, demain, vous recevrez un lien avec la présentation de A à Z et éventuellement, vous pourrez rattraper le début. Mais a priori, il y a eu un petit couac. C'est les aléas du direct, les quelques premières minutes. En tout cas, Alban, oui, on vous cède la parole. Je crois que vous êtes utilisateur de DeciTrade depuis 2018, viticulteur en Dordogne à Cluneige. Enfin bon, je vous laisse nous raconter tout ça. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, nous on est viticulteur en EARL en Dordogne, en appellation Bergerac. On a commencé à utiliser DeciTrade en 2018. Nous, l'exploitation, donc on s'est installé en 2017. C'était l'année du gel et 2018, on voulait sécuriser et en même temps, au niveau de la trésorerie, c'était difficile. Donc, on voulait aussi essayer d'économiser des produits, quoi, entre autres. Nous, l'exploitation, c'est 60 hectares de vignes avec surtout 2 tiers en rouge, avec les cépages Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, et 1 tiers de blanc avec le Sémillon, Sauvignon blanc, Muscadet, Sauvignon gris. Et voilà, donc cépage dit bordelais, quoi. Donc on a beaucoup de merlot avec quelques endroits peut-être un peu sensibles à l'oïdium, avec peut-être un petit historique, mais enfin rien de bien méchant. Donc en 2018, voilà le contexte. Voilà, on est aussi un petit peu seul sur l'exploitation. On s'est posé la question rien qu'au début, quand est-ce qu'on peut pas retarder au maximum les premiers traitements. Le début de saison était plutôt favorable. Et là, c'est en prenant des renseignements auprès de l'IFV qu'Alexandre Davy justement nous a proposé d'utiliser l'outil DeciTrade, qui était, je crois, encore en test. Donc, on a commencé depuis 2018 et
c'est un outil plutôt, assez simple à utiliser. Nous, donc, on a un programme de traitement qu'on prévoit avec avec notre vendeur de phyto. On a pour le moment un seul fournisseur, enfin un à deux fournisseurs. On entre le produit et ça nous conseille une dose selon le stade végétatif et la pression sur l'exploitation, sur la région. Et nous, déjà, on était parti dans l'idée de faire des diminutions de doses et là, disons que ça nous corrige sur les diminutions de doses ou ça nous sécurise, disons, voilà. Parce qu'on fait ça un petit peu empiriquement. Il existe des programmes, ou des index de produits, par exemple en Suisse, où c'est déjà préconisé par rapport au stade végétatif de la vigne, un index phytosanitaire en Suisse. En France, il n'y avait pas l'équivalent, je crois. Et donc là, avec cet outil, déjà, ça nous aide à diminuer la dose, parce que ça veut dire quoi, diminution de dose? Est-ce que c'est 20%, 30%, 40, 30, 25? Enfin voilà, c'est pas. Et donc, nous, depuis qu'on utilise ça, finalement, on se rend compte qu'on est plutôt bas en coût phyto. Combien on a économisé, c'est difficile on a un peu regardé, c'est difficile à dire, on a peu d'historique. Et puis, je dirais, chez nous, aux alentours de 20% de coût à peu près, hein, je pense pas beaucoup plus. Parce qu'on a eu aussi des années quand même un peu compliquées. 2018, c'était compliqué. 2019, bon, ça allait à peu près. Et 2020, de nouveau compliqué. Il faut savoir qu'il ne faut pas non plus suivre aveuglément l'outil. Nous, on regarde aussi par rapport à la quantité de pluie qu'il est tombé chez nous. Il y a la pluie qui est notée sur l'outil. On peut la modifier et nous, donc ça, on le regarde par rapport à la pluie sur les parcelles. On a plutôt des parcelles groupées, mais quand il y a des orages, ça peut varier quand même beaucoup d'un endroit à l'autre. Nous, on a simplifié en faisant on a le même programme de traitement sur l'exploitation à peu près. Enfin, des fois, il y a des différences entre les rouges et les blancs. Savoir aussi qu'on traite avec des aéroconvecteurs voûte droite, un interrang sur deux. Donc là aussi, quand la dose préconisée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément la même avec des outils qu'on a nous, ou alors des outils face par face ou des outils confinés. Ça sera aussi peut-être une question à Alexandre. Est-ce que l'appareil de traitement est intégré là dans des citrètes? Comment ça s'est intégré? Voilà, et donc ça nous aide beaucoup en début de saison. Pendant la saison, peut-être juste sur les doses, le renouvellement, enfin en tout cas en oïdium, on essaie de ne pas laisser trop de trous, donc on répète les traitements. Ça nous a quand même aidé peut-être en 2018, il y avait un traitement, on avait traité en systémique à 14 jours, et là l'outil nous disait de resserrer le traitement, ce qu'on a fait, et on voit qu'on est passé facile, peut-être par rapport à d'autres là qui se sont fait en discutant avec des collègues et qui se sont fait peut-être un peu surprendre. Et ça nous aide aussi en fin de saison, on s'aperçoit qu'on a tendance à arrêter assez tôt, voire presque de plus en plus tôt. L'année dernière, on a arrêté de traiter début juillet. Bon, ça va dépendre de l'année, bien sûr, mais où on voyait que le risque finalement était faible, et après quand on arrive à la véraison, voilà, on a encore de moins en moins de risques, et puis voilà. Il me semble que là, en tout cas pour l'arrêt des traitements, ça nous facilite beaucoup le choix. Voilà, donc nous, c'est un outil qu'on va continuer à utiliser. Je crois le coût maintenant, c'est un abonnement annuel à 350 € hors taxe par an. Ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup. Enfin, vu le budget global phyto, c'est quand même pas beaucoup. Je pense on peut l'amortir
assez facilement. Encore une fois, voilà, nous on est un contexte où on est seul décisionnaire, on n'a pas de suivi technique sur l'exploitation. La personne l'entreprise qui vend les phytos passe de temps en temps, mais c'est pas sur lui que ça doit que le choix doit tenir. Donc c'est clair que nous, c'est comme s'il y avait un peu un conseiller là en plus, ou un regard extérieur presque sur l'exploitation. Voilà comme un peu on voit la chose. Donc conclusion, nous on dirait, c'est un outil qui nous intéresse et je crois qu'il va aussi sauf erreur, il y avait quasiment que le milieu la première année. Maintenant, il y a l'oïdium, ça aussi c'est pratique. Ça serait là peut-être plus à affiner à la parcelle. Voilà ce que j'avais à dire sur Décitrate. Très bien. Merci Alban. Et du coup, Alexandre, Alban, vous parliez mildiou et oïdium. Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui pourraient apparaître sur la plateforme? Alors, il y a le botrytis qui apparaît, mais disons que le botrytis, on ne préconise pas de stratégie de traitement ou de traitement spécifique au botrytis. On indique juste si les produits mildiou ou oïdium ont une efficacité nulle, faible, moyenne ou forte vis-à-vis du botrytis, vis-à-vis du black rot. Voilà pour le black rot. Et pour le botrytis, il y a un module botrytis qui est inclus d'ores et déjà dans l'outil. Après, la plus-value de l'outil, elle n'est pas sur le botrytis. Bon, c'est quand même compliqué le botrytis. C'est compliqué parce que les modèles décrivent finalement assez bien l'épidémie de botrytis. Le problème, c'est que les traitements se font bien avant. Et ce qui fait qu'on va avoir du botrytis, les facteurs lourds, prépondérants, c'est la climatologie des 15 jours qui précèdent la récolte. Et comme le traitement se faisait classiquement au stade A, B, C, finalement, on avait ces informations-là un petit peu trop tard. Donc, on a quand même créé un module botrytis qui fonctionne avec un modèle un peu différent, un modèle Siliberti, qui indique les périodes favorables entre la véraison et la récolte pour le botrytis. Mais bon, le botrytis, ça reste quand même, ça reste compliqué à gérer en termes de traitement. Ok. Et, il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui de Décitrate? Vous avez une idée ou Oui. Il y a combien de viticulteurs qui l'ont adopté? Alors, juste, je finis avec les autres maladies. On a en tête de faire un module, pas maladie, mais une partie tordeuse pour gérer les tordeuses dans Décitrate. Il y a un module tordeuse et puis un modèle résidu. On sort un petit peu, enfin, on reste à la modélisation, mais l'idée, c'est d'indiquer la probabilité d'avoir des résidus dans le verre en fonction du calendrier de traitement. D'accord. Et ça, ce serait opérationnel quand? L'objectif, c'est que ça soit intégré en 2022. D'accord. Nombre d'utilisateurs, donc on a lancé, on a commencé à travailler dessus en 2015 et puis on a considéré qu'il était suffisamment abouti l'an dernier, donc on a lancé la commercialisation en 2020. Et bon, pour une première année, il y avait un peu plus de 200 utilisateurs, donc on espère essayer d'agrandir le panel d'utilisateurs. D'accord. Nos auditeurs n'ont pas de questions. Je sais que les débuts du webinaire ont été a priori un peu compliqués. Juste pour rappel, si vous souhaitez poser vos questions par écrit, c'est sur la console de droite, en cliquant sur la flèche orange, en tapant votre question, en indiquant éventuellement à qui elle s'adresse. Est-ce qu'elle s'adresse plutôt à Alexandre ou plutôt à Alban? Et en cliquant sur envoyer. N'hésitez pas, et encore une fois, vous rattraperez le début les 15 premières minutes. A priori, vous n'aviez pas le son, vous aviez l'image mais pas le son. Tout ça, ça a été enregistré, donc pas de problème. Vous aurez tout ça par mail dès demain. Dites-nous aussi si vous utilisez déjà des modèles, lesquels. N'hésitez pas, profitez.
Qu'est-ce qu'on a? Oui, on nous demande aussi s'il y a des modèles adaptés à la viticulture bio. Alors, un modèle en soi, le modèle, il ne va pas regarder si on a un bio ou un conventionnel. Le modèle, il cherche à décrire un pathogène. Donc, voilà. Les modèles ne font pas de différence entre le bio et le conventionnel. Par contre, dans les outils de la décision, donc c'est pour ça que j'essaie de faire la différence en début de webinaire, mais si les gens ne veulent pas le son. Un outil de la décision, par contre, va pouvoir intégrer le fait qu'on a une stratégie conventionnelle ou bio. C'est-à-dire que dans DeciTrade, quand on crée une stratégie de traitement, on demande en fait si on a une stratégie conventionnelle ou bio, parce que la stratégie qui va être proposée ne sera pas la même selon le mode de production. Donc la réponse est oui, mais pas sur le modèle, sur l'outil de la décision. D'accord. Ouais, là-dessus, peut-être un ajout. Nous, on est en conventionnel HVE, mais on tend vers le. Enfin, par exemple, en oïdium, on va avoir un traitement biocompatible. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'on envisage de passer en bio, donc on s'y prépare. Et en oïdium, on serait. Donc, on n'utilise que du soufre mouillable et soufre poudre. Et en mildiou, on utilise essentiellement du cuivre et on a encore quelques comment dire, quelques chimies, quelques produits chimiques voilà, autour de la floraison. Voilà. Et en tout cas, donc, le décitrate, pour ça, ça ne va rien changer à l'utilisation. On saisit le produit, qu'il soit cuivre ou, je ne veux pas dire des noms commerciaux, enfin voilà, ou chimiques, ça va nous donner la même information. D'accord, ok. Et on nous demande aussi quelle est la différence entre Décitrate et Movida, par exemple. Alexandre. Oh, bah, après, moi, je connais bien DeciTrade, puisque c'est nous qui l'avons créé. Après, Movida, je connais un petit peu, mais je ne connais pas plus que ça. Movida, c'est un outil d'aide à la décision également, qui intègre également des modèles de prévision épidémique. Après, les modèles sont différents, mais est-ce qu'ils sont mieux ou moins bien dans un cas que dans l'autre? Je ne saurais pas le dire, hein. Donc, c'est en fait, ce sont deux outils de la décision qui se ressemblent fortement. Le but, l'objectif sont les mêmes. Peut-être la petite différence, c'est nous, je sais qu'on a inclus le module OptiDose pour préconiser des réductions de doses. Alors, pour les conventionnels, c'est des pourcentages par rapport à dose homologuée. Pour les bio, on préconise une quantité de cuivre métal en fonction de à chaque traitement. Ça, je pense que ça n'y est pas dans Movida, mais bon, je ne connais pas par contre non plus. Et après, sur la rémanence des traitements, c'est pareil, je pense qu'on est les seuls à proposer une rémanence expertisée. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque produit, on affiche une rémanence qui va être dépendante du stade phénologique auquel on se trouve, du cumul de pluie et de l'état sanitaire sur la parcelle. On a fait une combinaison en fait entre ces quatre paramètres, produit, stade phéno, pluie, état sanitaire, pour proposer une rémanence à dire d'expert. Voilà, après je ne connais pas suffisamment les autres outils, mais ça reste deux outils de la décision qui utilisent tous les deux des. Ok. Une des questions aussi, c'est de savoir si on peut coupler Décitrate avec une station météo privée. Alors, encore une fois, il n'y a pas de réponse binaire. Ça dépend si on a développé l'interopérabilité avec les principaux acteurs majeurs des stations météo connectées. Donc là, on est interopérable avec les stations Syncrop, Winat, Agriscope, avec les réseaux Demeter et Meteus. Donc on couvre a priori la majeure partie des fournisseurs de stations météo, mais on ne couvre pas la totalité. Donc ça dépend en fait si la personne qui a posé cette question a ce type de station, la réponse est oui. Sinon, c'est non. D'accord. Ok.
Et est-ce qu'on peut utiliser Decitrate comme outil de traçabilité? Est-ce qu'on peut avoir une sortie des données? Alors, c'est pas un outil de traçabilité, hein, comme on peut avoir avec mes parcelles ou Process2Wine ou d'autres encore, hein. Après, la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on peut quand même faire des exports Excel de son calendrier de traitement. Donc, on va retrouver les dates de traitement, les produits, les doses. On peut faire un export Excel sans problème. On peut faire aussi un export Excel du bilan de campagne, c'est-à-dire c'est le nombre de traitements qui ont été faits sur le milieu, l'IFT, dont IFT bio, biocontrôle, CMR, etc., les quantités de cuivre métal utilisées. Ça aussi, il y a un export Excel qui est possible. Après, voilà, c'est une traçabilité vraiment simplifiée. C'est pas non plus un logiciel de traçabilité, hein, c'est pas le but. Ok. Je vois aussi qu'on nous demande si les réductions de doses préconisées sont identiques pour tous les types de pulvérisateurs. Vous en êtes où là-dessus? Alors, bonne question. On n'a pas intégré, Alban, tu l'as posé aussi, on n'a pas intégré à ce jour le pulvérisateur qui est utilisé. D'une manière générale, quand on avait développé OptiDose, on considérait que pour faire de la réduction de dose, il fallait partir sur une base solide en matière de pulvé, donc avoir un pulvé performant. On l'a pas intégré, on a en tête quand même d'intégrer cette partie-là. Après, ce qui nous paraît compliqué pour l'intégrer, parce qu'on sait que c'est important la qualité du pulvé, hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La difficulté, c'est qu'on peut avoir un matériel qui est performant sur certaines parcelles et moins sur d'autres. Je vous prends un exemple concret. On faisait il n'y a pas très longtemps, on faisait des tests avec un viticulteur. Donc, il avait des vignes à 2 mètres, 2 mètres 50 et 3 mètres. Donc, son matériel sur les vignes à 2 mètres était positionné à la bonne distance et diffuseur de la végétation, il n'y avait pas de problème. 2 mètres 50, c'était limite, 3 mètres, ça passait plus. Donc après, c'est toujours difficile, c'est une question de réglage. Des fois, ça peut dépendre du débit hydraulique pour avoir des vitesses d'air suffisantes ou pas. Donc, il faudrait le faire, mais c'est pas évident d'évaluer justement est-ce que la qualité du pulvé est vraiment bonne ou pas. D'accord. C'est un peu la question qu'on a. On se rend compte des fois, si on suit vraiment la dose préconisée par Decitrate, parfois ça nous paraît quand même un peu bas pour nous. Pour nous, j'aurais peut-être un appareil face par face, peut-être que on irait encore un peu plus bas. Mais il y a des fois, voilà, où on ne suit pas exactement la dose. C'est pour ça que c'est difficile d'estimer le potentiel de diminution qu'on peut avoir en suivant un tel outil. Ça, c'est aussi un peu l'exploitant reste juge aussi, voilà, de ce qu'il fait, quoi. Mais c'est vrai que là, c'est un peu ce serait la chose qui peut-être qui manque un peu. D'accord. C'est un outil d'aide à la décision et c'est exactement comme ça qu'il faut l'utiliser. C'est-à-dire ça propose une stratégie avec des doses et ensuite c'est l'exploitant qui connaît la sensibilité de son parcellaire, la qualité du pulvé, etc., qui doit adapter un petit peu. Ok. Il y a Maëva qui nous demande aussi si l'efficacité de l'OAD augmente au fur et à mesure de son utilisation sur une parcelle par apprentissage via l'intelligence artificielle en fait. C'est une bonne question, mais non, on n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé à faire des retours, à faire en fait des feedbacks de la l'OAD pour améliorer. Donc, il y avait eu des ébauches de projets avec certains partenaires qui avaient été amorcés, mais on n'est pas allé au-delà. Donc, il n'y a pas de retour de la l'OAD pour, au fil du temps, améliorer l'utilisation pour, par exemple, mieux prévoir l'avancée des stades phéno ou savoir si on a des parcelles sensibles. Alors, c'est pas prévu du coup. Non, pas pour le moment. Non. D'accord. Et vous avez dit que vous aviez à peu près 200 utilisateurs. C'est réparti de manière à peu près équivalente dans l'ensemble des régions viticoles françaises ou... Alors, on en avait 200 l'an dernier. Cette année, bon, on est parti pour augmenter le nombre d'utilisateurs. On a quand même beaucoup d'utilisateurs en région de Nouvelle-Aquitaine, parce que le projet a démarré ici. On l'a quand même pas mal développé ici. Donc, c'est là où il est le plus connu. Nouvelle-Aquitaine et dans
vignobles méditerranéens. Voilà, donc c'est les grandes régions où on est le plus présent. Après, oui, il y a des utilisateurs partout au niveau national, mais il y a certaines régions qui sont relativement peu représentées. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? On nous demande si les 350 € par an, c'est par point de station virtuelle ou si cela contient tous les modèles. Alors, avec 350 €, vous avez accès à une station météo virtuelle. Donc, en fait, vous avez positionné un point sur une carte et vous récupérez les données météo, pluie, température, hygrométrie, avec les prévisions sur ce point-là. Et après, vous avez accès à l'ensemble de l'outil, donc le modèle Milieu, modèle Widium, modèle Botrytis, si vous l'utilisez. Vous avez accès à la base phyto de l'ACTA, donc by Lexagri. Oui, c'est en fait, c'est un point météo. 350 €, vous avez tout pour un point météo. Après, si vous voulez rajouter une station météo virtuelle, c'est-à-dire avoir, par exemple, une exploitation qui aurait 10 hectares d'un bloc et puis 10 hectares à plusieurs kilomètres de là, quelqu'un qui voudrait rajouter un deuxième point météo, on lui demande un coût supplémentaire de 75 € par point météo supplémentaire. D'accord. Sinon, après, ça dépend du parcellaire, si le parcellaire est très éclaté ou pas. Si on a un parcellaire qui est relativement regroupé, parce que là, ce sont des données à l'échelle du kilomètre carré. Donc, si on a un parcellaire qui est assez regroupé avec un point, on couvre déjà une superficie qui est conséquente. Ensuite, on a une question pour Alban. On nous demande si sur chacun des 3 millésimes d'utilisation de décitrate, de combien Alban a réduit ses doses par rapport à ce qu'il aurait pu faire sans. Ouais, c'est là que c'est difficile à estimer. Enfin, en préparant le séminaire, on l'a un peu regardé. Nous, on l'estime au moins à 20 à 30%. Sachant qu'on ne partait pas sur. De toute façon, on ne serait pas parti sur des pleines doses. Hein, de toute façon. Oui. Savoir aussi que je crois, on n'a pas fait beaucoup de pleines doses. C'est rare qu'on traite en pleine dose. Parce que là, les 30% de réduction, c'est par rapport à la pleine dose, c'est ça? Ouais, non, alors si on fait par rapport à pleine dose, c'est par rapport à ce qu'on aurait fait nous, disons, je dis. Ah non, alors par rapport à pleine dose, on est largement au-dessus. Justement, je disais, on a regardé à part autour de la fleur, on ne traite jamais pleine dose. Ça veut dire qu'on a peut-être 2 traitements maximum à pleine dose. C'est là que je dis, avec peut-être un autre type de pulvérisateur, c'est ici qu'on pourrait encore diminuer peut-être. Oui. Mais voilà, nous, on a des aéros qui fonctionnent bien, c'est de la voûte droite. On est content du résultat, à part ça. Hein. Enfin, on n'a pas de souci de ces 3 dernières années. Enfin, on n'a jamais eu de souci de maladie. Mais quand je vois comment fonctionnent, par exemple, les confinés, je me dis qu'on pourrait encore aller plus loin. Très bien. Voilà. Difficile quand même à estimer la réduction de dose. Moi, je pense que ça dépend aussi d'où on part, quoi. Hein, si déjà on fait déjà des efforts là-dedans ou pas. Quoi. Ok. Alexandre Moreau nous demande si nous avons une station physique avec l'analyse du temps d'humectation, est-ce que cela est pris en compte pour la modélisation? Alors, certains modèles, comme Vitimiteo, utilisent les durées d'humectation. Les modèles qui sont utilisés dans Decitrate, sur les modèles potentiel système, n'utilisent pas la variable durée d'humectation. Donc, on réfléchit à faire évoluer nos modèles, mais à ce jour, en fait, ces modèles-là utilisent uniquement pluie température. Historiquement, ils utilisaient également l'hygrométrie, mais les capteurs d'hygrométrie ont la fâcheuse tendance à dériver, c'est-à-dire qu'au fil du temps, en fait, la valeur augmente de manière artificielle. On peut se retrouver, si on ne les corrige pas, avec des valeurs d'hygrométrie de 110% au bout d'un certain temps. Et ça, voilà, c'était le problème de ces capteurs-là. Donc, du coup, ça a apporté, on avait voulu améliorer les modèles en mettant des variables d'hygrométrie. Finalement, ça a apporté plutôt des côtés négatifs, parce que les valeurs n'étaient pas fiables. Donc, du coup, elles avaient été sorties pour se concentrer sur des variables
des données fiables, plus température. Après, on a bien conscience que, alors pas forcément, pas pour les comptas primaires, mais pour les comptas secondaires, ça serait bien d'avoir ce capteur de durée d'humectation. Donc, bon, on l'a en tête. Je sais pas, bon, ça ne sera pas pour cette campagne, mais ça c'est sûr, hein, pas pour la prochaine, mais on a en tête de rajouter ce type de capteur. D'accord. Ensuite, Cécile Lemerle nous demande s'il y a des utilisateurs en Champagne. Alors, en Champagne, ça fait partie des régions où on est assez peu présent. Donc, il y a quelques utilisateurs, hein, mais ils ne sont pas très nombreux. Là, je lui propose de se rapprocher des conseillers chambres d'agriculture. Hein, donc, si on veut avoir C'était une de mes retour questions. Un viticulteur qui est intéressé, vers qui il se tourne pour s'équiper? Comment ça se passe? Alors, plusieurs options. En fait, on propose l'outil directement, comme ça. Donc, je peux être le relais. C'est-à-dire, nous, on distribue directement l'outil, enfin, on vend l'outil. Après, ce n'est pas forcément des stratégies de l'IFV de vendre l'outil, parce qu'on n'a pas les forces, ce n'est pas notre métier. L'idée, c'est plutôt de s'appuyer sur un réseau de partenaires qui distribuent l'outil. Donc là, on travaille avec un tas de réseaux, alors particulièrement les chambres d'agriculture, pour la plupart des départements, pas pour toutes. Hein. On travaille également avec Fruition, avec Winat, avec ICV, avec des conseillers privés. Voilà, donc en fait, soit c'est par l'intermédiaire d'un partenaire qui distribue l'outil, ou soit en direct. D'accord. Et on va peut-être prendre une ou deux dernières questions, le retourne. Pierre-Antoine Juste nous demande quels sont les paramètres d'entrée nécessaires à l'élaboration de ce modèle? Est-ce cépage dépendant? Le modèle Botrytis est cépage dépendant, parce qu'on sait qu'il y a une très très forte dépendance du niveau de dégâts en fonction du cépage. Hein. Voilà, si on prend mettons, de la muscadelle ou du cabernet sauvignon, on n'a pas du tout la même sensibilité vis-à-vis du Botrytis. On ne l'a pas fait cépage dépendant pour le mildiou et l'oïdium. En tout cas, on ne demande pas explicitement le cépage, parce que souvent on se rend compte que sur une exploitation, il y a une stratégie ou deux stratégies de traitement, mais il y a souvent pas mal de cépages qui sont traités de la même manière. Après, par contre, on demande quand même le niveau de sensibilité au mildiou et à l'oïdium de la stratégie qui est traitée. Et si on est sur des cépages qui sont sensibles, c'est à ce moment-là qu'on peut indiquer qu'on est sur des cépages. Alors, ça peut être dû soit des positions parcellaires ou soit des cépages. Voilà, si on est sur des carignans ou des choses qui sont ou des chardonnays pour l'oïdium, voilà, on peut se mettre sur des sensibilités parcellaires plus élevées. D'accord. Eh bien, je crois qu'on a un peu fait le tour et je vois que l'heure tourne. L'heure va être venue de nous séparer. Du coup, un grand merci à tous pour vos questions et merci à tous les deux, à nos intervenants de choix. J'espère que ce webinaire aura enrichi vos connaissances. Sachez que quand vous allez quitter le webinaire, on va vous proposer un petit questionnaire. C'est vraiment pas long. Ce serait super si vous preniez 2 minutes pour le remplir, histoire de nous aider à nous améliorer et à vous proposer des contenus qui vous sont vraiment utiles. Sachez aussi que le 4e épisode est prévu le 10 mai, dans 2 mois, et qui sera dédié au bus de pulvérisation. Donc, encore une fois, on espère que vous serez présents au rendez-vous en nombre. Voilà, et bien écoutez, un grand merci à tous pour votre participation. Merci Alexandre, merci Alban, merci à tous. Bonne fin de journée, et puis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.